Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de l'actualité de ce 22h. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh mobilise les dirigeants régionaux. C'était lors du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Également dans l'actualité, la célébration de la journée internationale des douanes a été célébrée aujourd'hui à Djibouti. Le Kenya et la Somalie relancent les échanges transfrontaliers, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, également président en exercice de l'IGAD, a pris part à une importante réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée à la situation au Soudan du Sud. Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans le cadre des efforts contenus déployés par l'Union africaine et l'IGAD ainsi que les organisations régionales afin de consolider la paix et la stabilité dans ce pays marqué par des conflits internes. Une mobilisation africaine de haut niveau, outre la participation du président de la République Ismaël Omar Guelleh, ainsi que du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, du président du comité ad hoc au niveau de l'Union africaine sur le Soudan du Sud, M. Cyril Ramaphosa. La présence de hautes personnalités témoigne de l'importance stratégique accordée à la situation au Soudan du Sud et de la volonté commune des dirigeants africains d'accompagner ce pays dans ce processus de paix. Elle reflète également l'engagement constant de l'IGAD sous la présidence en exercice du président de la République Ismaël Omar Guelleh dans la recherche de solutions durables aux crises régionales. À l'issue des discussions, les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont réitéré leur engagement en faveur de la paix au Soudan du Sud en tant que garant de l'accord revitalisé sur le règlement du conflit en République du Sud-Soudan. Prenons la parole à cette occasion. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a insisté sur l'importance du dialogue inclusif, du respect de l'engagement des parties prenantes et du renforcement des institutions nationales. Nous l'écoutons. La situation au Sud-Soudan continue de nous préoccuper. La reprise des hostilités hypothèque les acquis de l'accord de paix revitalisé. Les parties signataires risquent de perdre confiance et les populations en sont les principales victimes. De plus, l'environnement régional n'est pas favorable avec le conflit qui ravage le Soudan. Cette situation favorise la circulation des armes, aggravant ainsi les tensions communautaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce comité du C5 de haut niveau est un outil politique de cohérence et de catalyse. Il permet de fédérer les différentes initiatives africaines et régionales autour d'une vision commune, claire et crédible. La Commission de l'Union africaine réaffirme que l'accord revitalisé reste le cadre politique et juridique le plus approprié pour la stabilisation du Sud-Soudan. Le respect de cet accord par toutes les parties facilitera la gouvernance de la transition et la réforme du secteur de sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous devons travailler également et de manière concertée pour que les conditions d'élections libres et transparentes soient réunies d'ici décembre 2026. Cela passera certainement par un dialogue politique national complémentaire. L'Union africaine, en coordination avec l'IGAD, les Nations unies et les autres partenaires internationaux, poursuivra ses efforts. J'ai eu l'occasion de me rendre en Afrique, au Sud-Soudan, l'année dernière, où j'ai eu l'honneur et le plaisir de pouvoir rencontrer le président Salva Kiir, les membres de son gouvernement et un certain nombre de hauts responsables, et j'ai transmis le message de l'Union africaine qu'il fallait très rapidement que
l'accord revitalisé de paix soit remis sur les rails. J'ai beaucoup insisté sur le fait que tous les signataires de cet accord, qui sont les interlocuteurs principaux du président, puissent être restaurés dans leurs droits et qu'ils puissent travailler afin que cet accord puisse être mis en œuvre dans toutes ses dispositions. Suivant cette fois la première partie de la déclaration du président de la République Ismaël Omar Guelleh et président donc de l'Assemblée des chefs d'État de gouvernement de l'IGAD. Excellencies, Head of States and Governments, Honorable Ministers, Your Excellency Mahmoud Ali Yusuf. Excellence, le président Cyril Ramaphosa, président de l'Union africaine. Excellence, les chefs d'État et de gouvernement. Honorables ministres. Excellence, Mahmoud Ali Yusuf, président de la Commission de l'Union africaine. Distingués délégués. J'ai l'honneur de m'adresser à ces distinguées assemblées en ma qualité de président de l'IGAD, reflétant la préoccupation partagée et l'engagement des États membres envers la stabilité de notre nation sœur, la République du Soudan du Sud, de la région dans son ensemble et de notre continent tout entier. Permettez-moi dès le départ d'exprimer ma gratitude au comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine pour le Soudan du Sud et en particulier à son président, la République d'Afrique du Sud, pour la convocation de ce sommet opportun et pour la coordination étroite avec l'IGAD dans sa préparation. Je tiens également à remercier mes collègues, les chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, pour leur soutien continu et leur orientation stratégique en faveur du processus de paix au Soudan du Sud. Excellences, les efforts collectifs de l'IGAD, de l'Union africaine et des partenaires internationaux ont permis d'arrêter un conflit dévastateur et ont abouti à la signature de l'accord revitalisé sur la résolution du conflit en République du Soudan du Sud. Pendant près de 7 ans, ce cadre a permis le cessez-le-feu le plus lent depuis l'indépendance et a contribué à une stabilité relative, à la reprise et à l'activité économique. Cependant, les développements récents soulignent la fragilité des acquis. Ces pressions sont aggravées par les retombées humanitaires du conflit au Soudan, qui ont imposé une contrainte supplémentaire aux capacités déjà limitées du Soudan du Sud. L'incertitude, quant à elle, à la séquence convenue de la transition, risque de saper la confiance dans le processus de paix à un moment où l'unité de vue est plus que jamais nécessaire. Suivant cette fois la seconde partie du discours du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh au sommet du comité ad hoc sur la situation au Soudan du Sud. Against this backdrop and in a spirit of collective responsibility, I urge us to, one, reaffirm. Excellence, l'IGAD, en tant que garant et dépositaire de l'accord, est prêt à continuer de jouer son rôle central en étroite coordination avec l'Union africaine pour soutenir une transition inclusive, collégiale et pacifique qui jettera des bases durables pour la stabilité, la gouvernance constitutionnelle et la légitimité démocratique. Dans ce contexte et dans un esprit de responsabilité collective, je nous exhorte à réaffirmer le RARCSS comme un cadre convenu pour la résolution pacifique du conflit et l'achèvement de la transition au Soudan du Sud et appeler toutes les parties à s'y engager à nouveau dans sa lettre et son esprit. Désigner lors de ce sommet un médiateur principal, soit un ancien chef d'État, soit un chef d'État en exercice, délégué de la région, sous les auspices du l'IGAD pour diriger les efforts urgents de désescalade et faciliter un dialogue politique inclusif dans le cadre du RARCSS. Mettre en place et opérationnaliser un groupe de travail technique conjoint IGAD-Union africaine sous la direction du médiateur principal pour fournir un soutien politique, technique et de médiation coordonnée au processus. Mobiliser des ressources prévisibles et rapides, y compris du Fonds de paix de l'Union africaine, pour soutenir la désescalade, le dialogue et les mesures de renforcement de la confiance. Convenir de réunions régulières, de revues conjointes IGAD-Union africaine au niveau sommet pour évaluer les progrès, aborder les défis émergents et fournir une orientation stratégique au processus de médiation. Excellence, avec un engagement renouvelé,
un leadership fondé sur des principes et une action coordonnée, nous pouvons aider le Soudan du Sud à rester sur la voie de la paix et prévenir un retour au conflit. Je vous remercie pour votre attention. La direction des douanes et des droits indirects a célébré aujourd'hui au Palais du Peuple la journée internationale des douanes sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, placé cette année sous tour du thème Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé, du directeur général des douanes et des droits indirects, M. Gouled Ahmed Youssouf, des partenaires nationaux et internationaux, ainsi que des cadres des agents de l'administration douanière. Placée sous le signe de la vigilance, de l'engagement, cette édition 2026 a permis de réaffirmer la volonté du gouvernement de renforcer les capacités opérationnelles de la douane, de consolider la coopération régionale et internationale, de promouvoir également des partenariats solides avec l'ensemble des acteurs concernés. La Direction générale des douanes et des droits indirects renouvelle également son engagement à poursuivre sa mission au service de la nation pour une société plus sûre et une économie plus forte. La cérémonie a également été marquée par des prestations de chants rendant un vibrant hommage aux femmes et aux hommes de la douane à travers ces expressions de chants empreintes de fierté et de reconnaissance. L'assistance a salué l'engagement, le courage, le dévouement de ces agents qui œuvrent quotidiennement à la protection du pays au service de l'intérêt général.
la parole à cette occasion la présidente de la Commission nationale indépendante pour la préservation, la prévention, la lutte contre la corruption, Badria Cheikh Ibrahim, a salué les efforts constants de l'administration douanière en matière de transparence, d'intégrité et de bonne gouvernance. Les formes de corruption présentes dans le milieu douanier sont multiples. Elles peuvent se manifester par le paiement de pots de vin, la fraude documentaire, la contrebande, la facilitation de trafic, la manipulation des procédures ou encore l'abus de pouvoir. Ces pratiques nuisent non seulement aux recettes publiques, mais elles compromettent également la crédibilité de l'administration et l'équité entre les acteurs économiques. Face à cette réalité, la lutte contre la corruption ne peut être menée de manière isolée. Elle exige une coordination effective et durable entre toutes les institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Réduire la corruption, c'est renforcer l'efficacité du commerce, améliorer la performance des administrations et surtout restaurer la confiance des citoyens dans les institutions de l'État. C'est dans cet esprit que la Commission a signé des conventions d'accord et de collaboration stratégique avec plusieurs administrations nationales, notamment la Direction générale des douanes et droits indirects. Ces conventions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 103 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Cette loi prévoit, entre autres, le renforcement de la coordination intersectorielle et le développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu'international. La collaboration entre la Commission et la douane vise principalement à renforcer les efforts de lutte contre la corruption au sein des services douaniers et à garantir l'intégrité des opérations commerciales dans le respect des lois et règlements en vigueur. Elle vise en outre à déployer des efforts conjoints pour lutter contre les infractions liées à la corruption à travers une approche systématique et coordonnée fondée sur la complémentarité de nos mandats et la mutualisation de nos ressources. Nous entendons conjuguer nos efforts pour prévenir, détecter et combattre la corruption. Concrètement, cette collaboration se traduira par le partage d'informations et d'expertise, l'organisation de formations au profit des agents sur les risques de corruption, la mise en place d'outils de contrôle et de surveillance, l'élaboration de normes et mécanismes internes de prévention et l'assistance mutuelle dans les activités d'analyse et d'investigation. Cette collaboration n'est pas un simple engagement administratif. Elle est un signal fort, celui d'une administration unie, responsable et surtout déterminée à agir. En agissant ensemble, nous affirmons avec fermeté que la probité n'est pas une option, elle est la règle. Et quant au directeur général des douanes et des droits indirects de M. Gouled Ahmed, il a réaffirmé l'engagement des agents des douanes à accomplir leur mission avec rigueur, vigilance et professionnalisme. À l'occasion de cette journée internationale des douanes 2026, placée sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », un thème qui exprime avec justesse la réalité quotidienne de notre mission, une douane à la fois gardienne des frontières, garante des recettes de l'État et actrice majeure de la sécurité nationale. À cet effet, au titre de l'année 2025, la douane a réalisé un montant total de recettes de 45,6 milliards de francs, soit une croissance de résultats de 11,2% par rapport aux recettes de l'exercice 2024 qui s'élevait à 41 milliards de nos francs, et ce, dans le contexte économique qui était le nôtre, et malgré une conjoncture mondiale tendue. Elle a ainsi démontré, encore une fois, sa résilience et son professionnalisme face aux crises. Je dis bien encore une fois parce que nous avons traversé la période du Covid sans encombre, Dieu merci.
Par ailleurs, nos services ont démontré cette vigilance constante et permanente à travers les diverses opérations de saisie de produits illicites au cours de l'année 2025, dont nous citerons ici les plus importants. Ainsi, à la frontière nord, lors de 3 opérations distinctes, le 15 octobre, 24 décembre et 28 janvier, 206 boulettes de cocaïne ingérées par des individus de nationalité étrangère ont été saisies pour une valeur totale estimée à 58 millions de nos francs et 12 personnes servant de mules ont été arrêtées et déférées devant la justice avec le concours de la police nationale. À la frontière sud, nos brigades de contrôle et de surveillance ont intercepté un total de 120 kilos de cannabis, 261 tonnes de cannes de contrebande et des lots importants de médicaments contrefaits et d'alcool frelaté dissimulés dans des camions de transport routier et des véhicules particuliers. Enfin, courant janvier 2026, nos services ont intercepté un lot important de fusils d'assaut présentés comme des jouets, mais techniquement modifiables à destination du Yémen. Ces saisies illustrent l'étendue des menaces auxquelles notre société est confrontée et face à ces risques, la douane demeure une ligne de défense essentielle. Je tiens à rendre un vibrant hommage aux femmes et aux hommes de la douane djiboutienne qui travaillent sans relâche, souvent dans des conditions exigeantes et face à des réseaux organisés et déterminés, assurent la sécurisation des recettes de l'État tout en protégeant la population contre des dangers invisibles mais bien réels, en étroite collaboration avec la Direction générale de la sécurité nationale et l'ensemble des forces de défense et de sécurité, l'Inspection générale de la santé et les laboratoires d'analyse. Une collaboration qui met donc en évidence un esprit de cohésion et de complémentarité au service de la République. À toutes et à tous, je vous dis, soyez fiers des efforts consentis à l'intérêt général et au service de la République. Et recevez toutes mes félicitations ainsi que ma reconnaissance pour votre loyauté et votre professionnalisme. Je suis fier d'être votre chef. Mesdames et messieurs, pour conclure, notre administration centrale est toujours installée dans un bâtiment désuet et vétuste qui ne répond plus aux exigences modernes de sécurité, de digitalisation et d'efficacité administrative. Et une douane moderne ne peut continuer à fonctionner dans une infrastructure inadaptée à l'ampleur de ses missions. C'est pourquoi je sollicite respectueusement, avec votre appui, Excellence Monsieur le Ministre du Budget, l'attribution à la Direction générale des douanes et droits indirects un terrain d'environ 10 000 m² dans la zone portuaire ou de l'ancienne gare ferroviaire pour la construction d'un bâtiment principal de 7 étages, moderne, sécurisé et adapté aux standards contemporains, dont le coût sera entièrement pris en charge par la Direction générale des douanes. Et de son côté, le ministre du Budget, Ismaël Brebloublé, n'a pas manqué de rappeler le rôle stratégique de la douane. C'est pour moi un véritable honneur et une immense joie de prendre la parole devant vous en cette journée spéciale, si spéciale de notre institution. Permettez-moi d'abord de souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue et d'exprimer ma profonde gratitude. Ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous fait l'honneur, le privilège de parrainer cette cérémonie. Monsieur le Premier ministre, votre présence parmi nous est plus qu'un soutien. C'est un signe fort de reconnaissance du rôle essentiel que jouent les douanes dans la vie de notre nation. Monsieur le Premier ministre, vous incarnez cette exigence d'excellence, de rigueur et de proximité avec les réalités du terrain
qui caractérise la politique budgétaire de notre pays menée sous la conduite éclairée de son Excellence, le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Nous en sommes fiers. Cette journée internationale de la douane, Monsieur le Premier ministre, n'est pas seulement une date dans le calendrier. C'est un moment de rassemblement, de réflexion et de reconnaissance. C'est l'occasion de saluer le travail de l'ombre, de l'engagement discret, mais ô combien stratégique de ces dames, de ces hommes qui, chaque jour, veillent sur notre territoire, notre économie et notre société. Le thème retenu cette année, une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement, résonne avec une force particulière. Il nous rappelle que derrière chaque marchandise contrôlée, chaque frontière sécurisée, chaque trafic de jouets, il y a un citoyen, un douanier qui fait preuve d'un engagement citoyen, d'une conscience professionnelle dans sa mission de service public. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je tiens à saluer alors, avec fierté et émotion, l'ensemble des agents des douanes qui œuvrent dans des conditions, le directeur général de la douane l'avait déjà cité, dans des conditions parfois difficiles, mais toujours avec intégrité et dévouement. Je remercie tout particulièrement le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed, dont la rigueur et la constance ont permis des avancées majeures dans la modernisation de notre institution. Et clôturant la série des allocutions, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a souligné le rôle stratégique de la douane tout en saluant les agents de la douane pour leur engagement constant et pour leur professionnalisme. C'est un honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des douanes, célébrée cette année autour d'un thème particulièrement fort et évocateur. Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. Ce thème nous rappelle une vérité essentielle. La douane n'est pas seulement une administration de contrôle aux frontières. Elle est un pilier stratégique de la sécurité nationale, un acteur clé de la prospérité économique et un rempart discret déterminant pour la protection de nos citoyens. Chaque jour, souvent loin des projecteurs, les agents des douanes font preuve d'un professionnalisme exemplaire. Par leur vigilance constante, ils interceptent des marchandises dangereuses, luttent contre les trafics illicites, combattent la fraude, protègent notre économie et contribuent à préserver la santé politique et de l'environnement. Dans chaque saisie d'armes, de stupéfiants, des produits contrefaits, il y a des vies à protéger. Derrière chaque opération réussie, il y a des communautés sécurisées. Derrière chaque contrôle, il y a la défense de l'intérêt général. Je tiens à cet instant solennel à rendre un hommage particulier au ministre du Budget dont l'engagement constant en faveur de la modernisation de notre administration douanière mérite d'être salué. Par son leadership, il contribue activement au renforcement des capacités opérationnelles et à la performance de nos services. J'adresse également mes félicitations au directeur général des douanes pour la qualité de son engagement, sa rigueur, sa capacité à impulser une dynamique des résultats au sein de l'institution. Sous son autorité, la douane a su relever des défis majeurs, renforcer ses dispositifs de contrôle, moderniser les outils et consolider la coopération
avec les partenaires nationaux et internationaux. Je n'oublie pas l'ensemble des cadres et des agents qui, sur le terrain, comme dans les services centraux, traduisent chaque jour cette vision en action concrète. Ces femmes et ces hommes qui, par leur intégrité, leur courage et leur sens du devoir, incarnent la vigilance de l'État. Leur action ne se mesure pas uniquement en chiffres ou en statistiques. Elle se mesure en confiance publique, en stabilité économique, en sécurité collective. Leur engagement collectif est la véritable force de notre administration. Et la cérémonie s'est achevée par la remise de certificats de reconnaissance aux agents des douanes qui se sont distingués tout au long de l'année par leur abnégation, leur rigueur, leur sens élevé du devoir. Ces distinctions viennent saluer l'engagement quotidien des femmes et des hommes qui, souvent dans l'ombre, contribuent activement à la protection des frontières, à la lutte contre les trafics illicites et à la préservation des intérêts économiques du pays. Des attestations ont également été remises aux partenaires techniques pour leur appui constant, leur collaboration étroite avec l'administration douanière, un geste fort symbolique illustrant la volonté de consolider les synergies, de renforcer la coopération au service d'une douane moderne, performante et engagée. Dans le reste de l'actualité, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olofa Ismail Abdo, et la représentante résidente de la Banque mondiale à Djibouti, Madame Fatou Fall, se sont rendues au site stratégique de stock du MAS situé à PK13. Cette visite de terrain visait à superviser la logistique de stockage et s'assurer de la disponibilité immédiate des denrées destinées aux populations les plus vulnérables du pays. Le site de PK13 vise à garantir la chaîne d'approvisionnement pour qu'il reste qu'on a stocké de denrées achetées dans le cadre du projet d'urgence pour la sécurité alimentaire. Une partie de cette stock est à distribuer pour les ménages pauvres, donc environ 60 000 ménages doivent être distribués. On est à 10 000 ménages au jour d'aujourd'hui et c'est programmé qu'on distribue pendant le mois de Ramadan jusqu'à 30 000 ménages. Comme ça, on va atteindre jusqu'à 40 000 avant la fin du mois de Ramadan. Et pour le dernier mois d'avril, on va faire les 20 000 ménages restants. Et aujourd'hui également, on va inaugurer le stock stratégique de proximité de Dikil, qu'on doit après ça acheminer ces vivres qui sont à Djibouti, dans les localités et dans les régions, pour être plus proche de la population vulnérable, Inch'Allah. Poursuivant leur tournée de renforcement des infrastructures sociales et toujours dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité qui se clôture dans la région de Dikil, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olofa Ismail Abdo, la représentante de la Banque mondiale, Madame Fatou Fall, ont franchi une étape historique pour la région de l'Unité en présence des autorités locales. Elles ont officiellement inauguré le nouveau stock stratégique de proximité de Dikil. À son arrivée, la ministre a été reçue par les autorités régionales, dont le préfet de la région, le président du conseil régional. Cette infrastructure, rappelons-le, marque un tournant stratégique. Pour ces populations qui ne devront plus dépendre uniquement des stocks centraux de la capitale, mais rapprocher l'aide des citoyens. Jusqu'à présent, l'acheminement des denrées vers le sud du pays pouvait souffrir des aléas du transport, des aléas logistiques. Ce nouveau centre de stockage permettra désormais une réactivité immédiate en cas de crise alimentaire ou de catastrophe naturelle, une réduction des coûts de transport pour la distribution locale, une meilleure conservation des produits grâce à des installations aux normes internationales. Pour sa part, Madame Fatou Fall
Eh bien, elle a rappelé que cette réalisation illustre parfaitement l'utilisation concrète des fonds alloués à la protection sociale. La Banque mondiale, le gouvernement djiboutien s'assure que l'impact des projets de développement se fait sentir au cœur des foyers les plus éloignés de la capitale. Ce modèle de stock de proximité a pour vocation d'être duplié dans les autres régions du pays. Protection sociale qui réaffirme bien entendu l'engagement du groupe de la Banque mondiale avec le ministère des Affaires sociales et des solidarités pour renforcer la résilience de l'État, du gouvernement à faire face en cas de crise, en cas d'urgence. Ce hangar, ce très beau hangar, un bâtiment impressionnant, donc permettra non seulement l'autonomie de la région, en matière d'approvisionnement, en matière de stockage surtout, et permettra également de pouvoir assurer une livraison très rapide des denrées au niveau de la région des Dikil et des localités avoisinantes. Donc très honorée, très contente, très fière, avec toutes nos félicitations pour l'ensemble de l'équipe qui a atteint cet objectif. Félicitations à la ministre, à Bachar Oudoufa. Honnêtement, c'est un beau joyau. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olofa Ismaël Abdo, a également réagi au micro de la RTD. Dans le cadre du projet protection sociale, nous avons vraiment pu acquérir une plateforme logistique pour toutes les régions de proximité, notamment le hangar, le guichet social de proximité, une plateforme de distribution, mais également les camions ici, les Sinotrac que vous voyez ici, également été acquis dans le cadre du projet protection sociale. Et dans une vision plus globale entre le gouvernement, le partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, nous avons complété avec le projet de sécurité alimentaire un stock stratégique d'urgence qui a pu justement maintenant avec les hangars qui existent, avec les camions que nous avons, on a pu vraiment aujourd'hui constituer ce stock stratégique d'une quantité au moins qui puisse vraiment préserver l'autonomie de la République de Djibouti en matière de denrées de première nécessité pour une durée de 2 mois. Et ça, c'est vraiment une vision claire d'abord du chef de l'État qui a voulu, lors des plusieurs chocs exogènes, que la République de Djibouti puisse être résiliente. Et aujourd'hui, alhamdulillah, bifadlallah, nous avons pu, donc avec notre partenaire stratégique qui est la Banque mondiale, pu réaliser tous ces ouvrages, acquérir justement les camions pour les distributions, mais également constituer le stock stratégique de la République de Djibouti. Je voulais souligner également qu'il y a une distribution de 60 000 ménages qui a été qui est prévue dans le cadre de la sécurité alimentaire à titre non lucratif. Et ça également, c'est dans le cadre de la résilience des populations les plus vulnérables et surtout situées dans les localités les plus éloignées. Et aujourd'hui, à la veille du mois de Ramadan, vraiment c'est quelque chose de très nécessaire. La visite marathon de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olofa Ismaël Abdo, accompagnée de la représentante de la Banque mondiale, Mme Fatou Fall, s'est poursuivie dans le cadre verdoyant de la palmeraie de Dikil. Ce site emblématique a été choisi pour accueillir le futur parc à loisirs de Dikil, dont la première pierre a été posée officiellement ce dimanche 15 février. Ce projet ambitieux marque une volonté claire du gouvernement offrir aux régions des infrastructures de divertissement, de cohésion sociale à la hauteur de celle de la capitale. Le lancement des travaux de la palmeraie n'est pas un simple acte de construction, c'est une valorisation du patrimoine local. Le futur parc prévoit également des espaces de détente, des aires de jeu pour enfants, des zones de rencontre pour les familles, transformant ce site historique en un véritable levier d'attractivité pour la région. Rappelons que le maître d'œuvre de ce projet est l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, que nous vous proposons de suivre donc les quelques mots de son directeur général, M. Mahdi Mohamed. Nous avons financé une cinquantaine de jeunes en entrepreneuriat. Nous avons également financé beaucoup d'associations et notamment dans toute la région, qui ont financé des petits projets dans la région. Maintenant, dans le cadre de ces nouveaux projets, dit Pierre Khairat, nous allons beaucoup investir dans la ville de Dikil. Donc il y aura 3 km de réseau bitumeux, voiries bitumeux, qui vont compléter les voiries qui ont déjà été faites. Nous sommes dans ce magnifique parc
Palmarais où nous allons en faire un parc où il y aura beaucoup de facilités, notamment des restaurants. Nous allons faire un espace zoo pour les enfants. Mais également ici, c'est un endroit historique puisque c'est là que le parti RPP a été créé. Donc un petit musée de la ville également. Nous allons bien sûr faire également ramener l'eau sur 37 km depuis la ville de Dikil vers l'extension de la ville de Dikil. Ensuite, une cérémonie de distinction majeure a réuni les femmes du groupement d'épargne d'Edodidacti et des centres de gestion communautaire, marquant ainsi une étape décisive dans la lutte pour l'inclusion économique au sud du pays. La cérémonie était lancée sous le haut patronage de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olouf Ismaël Abdo. Elle était accompagnée pour l'occasion d'une délégation de haut rang comprenant la représentante de la Banque mondiale, ainsi que des autorités régionales, des notables locaux et une mobilisation de la jeunesse des femmes leaders de la région de l'Unité. Dans un mot prononcé à cette occasion, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a souligné l'importance de ces mécanismes de solidarité. Elle a indiqué que la remise de ces agréments témoigne de la vitalité de l'entrepreneuriat féminin à Dikil. Elle a souligné que ces femmes ne sont pas seulement des bénéficiaires, elles sont les piliers de la résilience économique de leur foyer et de leur communauté. La présence remarquée de la Banque mondiale souligne également l'alignement de cette initiative dans les standards internationaux et la lutte contre la précarité. En soutenant ces groupements, l'institution internationale et le gouvernement djiboutien misent sur un modèle d'épargne communautaire pour briser le cycle de la pauvreté. Les autorités de la région, les notables ont tour à tour salué l'engagement des femmes, rappelant que le développement de Dikil passe par la valorisation du travail des femmes et par l'implication des jeunes. Le cœur de cet événement a été la remise officielle d'attestations d'agrément au groupement des GEA et de CGC. Ces documents ne sont pas de simples formalités administrative, il représente également une reconnaissance juridique institutionnelle qui ouvre désormais la voie à une structure vers des financements plus importants et une gestion plus autonome de leurs projets. À l'issue de la cérémonie a été marquée par des scènes de liesse et de récipiendaires qui ont exprimé leur gratitude envers le MAS et ses partenaires. Avec ces nouveaux outils en main, ces groupements GEA et CGC de Dikil sont désormais armés pour transformer leur initiative locale en un véritable modèle de réussite économique. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre successivement les deux interventions. Tout d'abord, celle du président du conseil régional suivie de celle du préfet. Le président du conseil régional, Mohad Hussein, et le préfet de la région de Dikil, Hassan Abdi, ont tenu à exprimer leur profonde gratitude envers le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, ainsi que son agence d'exécution, la DDS. Le président Mohad a poursuivi en rappelant que le développement de Dikil est une marche collective. Nous assurons à chaque citoyen et chaque citoyenne que la dynamique de solidarité enclenchée par le MAS continuera de s'étendre. Personne ne sera laissé sur le bord du chemin, a affirmé le président du conseil régional. Pour les deux responsables, les résultats observés à Dikil ne sont pas le fruit du hasard, mais celui d'une stratégie de proximité rigoureuse. Ils ont énuméré également les réalisations phares du ministère dans la région. Cette unité de ton entre le conseil régional et la préfecture de Dikil vient confirmer la volonté locale de pérenniser les acquis des groupements GEA et CGC, tout en garantissant une veille constante sur l'inclusion sociale de tous les Dikilois. Les projets PURC prévoient des interventions concrètes et structurantes, telles que l'extension de la maternité du centre hospitalier de Dikil, afin d'améliorer l'accès aux soins maternels et pédiatriques, renforcer les services de santé et réduire la mortalité maternelle et infantile. Également, il y a l'extension du réseau d'eau et prochainement d'eau et d'électricité aux familles vulnérables. Il y a également la réhabilitation et la construction d'infrastructures publiques, y compris les écoles, les centres communautaires,
pour moderniser nos équipements et répondre aux besoins croissants de la population en stimulant le développement local. Au-delà des infrastructures, ce projet constitue un levier de développement durable, favorisant l'amélioration des conditions de vie, le renforcement de l'accès aux services essentiels et la création de nouveaux accompagnements et son engagement en faveur du développement social. Suivant cette fois l'intervention de la représentante de la Banque mondiale, Mme Fatou Fall. Grâce au projet de protection sociale d'urgence et à ses initiatives antérieures, Djibouti possède maintenant un registre social couvrant la moitié de sa population. Ce système permet d'orienter rapidement et efficacement les aides sociales vers les personnes les plus vulnérables. Les systèmes de gestion des réclamations et de suivi-évaluation se sont nettement améliorés ces dernières années. Je félicite également le MAS et sa ministre pour le projet de mobilisation des communautés pour une meilleure nutrition qui vise à réduire la malnutrition infantile et à améliorer les pratiques institutionnelles nutritionnelles. Grâce à ce financement du Fonds japonais de développement social, géré par la Banque mondiale, mis en œuvre par la DDS, plus de 300 enfants ont été référés aux services compétents et de nombreuses séances de sensibilisation sont organisées pour renforcer le capital humain de Djibouti. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape avec le lancement du projet Khayrat, un très beau projet intégré de résilience communautaire. Ce projet que nous finançons à hauteur de 31 millions de dollars sera mis en œuvre par le MAS et la DDS. Le projet Khayrat s'inscrit dans la continuité des efforts engagés ces dernières années pour renforcer les systèmes de protection sociale, améliorer l'accès aux services de base et soutenir l'inclusion économique des populations vulnérables. Le projet Khayrat prévoit des transferts monétaires pour la nutrition à plus de 44 000 personnes, dont 33 000 femmes, 2 800 réfugiés et 2 500 étudiants de familles vulnérables. Le projet Khayrat prévoira également des actions de sensibilisation pour améliorer les pratiques nutritionnelles, donc réduire le risque de malnutrition. 1500 ménages bénéficieront aussi d'un soutien à l'inclusion financière pour renforcer leur autonomie et le registre social du MAS sera encore plus consolidé. Suivant cette fois l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdou. La cérémonie de lancement du projet que nous avons rebaptisé Khayrat, qui nous réunit aujourd'hui, marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la politique sociale voulue et conduite par le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh. Cette politique, ou sa politique, repose sur une conviction forte et constante, celle où la croissance économique n'a de valeur que si elle est partagée et le progrès n'a de sens que s'il bénéficie à tous. Ces 5 dernières années, notre pays a accompli des avancées notables dans la consolidation de son système de protection sociale. Nous avons renforcé les filets sociaux, amélioré l'accès aux services essentiels et soutenu l'autonomisation économique des plus vulnérables. Cependant, nous savons aussi que la lutte contre la précarité, l'exclusion et les inégalités territoriales demeurent un combat permanent. C'est la raison pour laquelle le gouvernement poursuit son action avec détermination, lucidité et sens du devoir. C'est dans cet esprit que nous lançons aujourd'hui à Dikil le projet Khayrat. Ce projet ambitieux, doté d'une enveloppe globale de 31 millions de dollars, soit près de 5 milliards 500 millions de nos francs djibouti, conjugue investissement dans les services sociaux de base, dispositifs de protection sociale et création d'opportunités économiques afin de répondre de manière globale et durable aux besoins des communautés vulnérables. La région de Dikil et plus particulièrement la ville de l'Unité bénéficiera d'un programme d'investissement structurant à la hauteur de ses besoins et de son potentiel. J'en cite quelques-uns. La sécurité alimentaire couvrira 8 000 ménages les plus vulnérables, dont 500 réfugiés. Plus de 2600 étudiants dans les régions sont couverts. Des infrastructures routières, des établissements scolaires et des établissements de santé,
des structures sanitaires, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, des équipements productifs, des ateliers, des galeries marchandes verront le jour, des équipements sociaux collectifs seront construits et réhabilités, des fonds d'appui aux activités génératrices de revenus qui bénéficieront tant aux femmes qu'aux jeunes. L'ensemble de ces réalisations combinées à la réhabilitation de la route reliant Dikil à Galafi traduit une vision claire. Replacer la région de l'unité au cœur de la dynamique nationale de développement et faire de cette région un pôle de stabilité, de solidarité et de prospérité partagée. En lançant aujourd'hui le projet Khairat, nous affirmons solennellement que la solidarité n'est pas un slogan, mais une politique publique, que la cohésion nationale n'est pas un discours, mais une action, que l'inclusion sociale n'est pas un idéal abstrait, mais une responsabilité quotidienne de chacun de nous. Une cérémonie de soutien à la candidature du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été organisée hier soir par l'association Tolonais. La cérémonie s'est tenue au Kempinski, un événement qui a rassemblé de nombreux invités, sympathisants, membres de la société civile, des représentants de différentes communautés, s'est déroulé dans une atmosphère conviviale et empreinte d'engagement patriotique. La soirée a été marquée par des interventions soulignant le bilan de la vision du chef de l'État ainsi que des performances musicales culturelles mettant en valeur la richesse du patrimoine djiboutien. À travers cette cérémonie, l'association Tolonais réaffirme son soutien et son engagement en faveur de la continuité, de la stabilité et du développement du pays. Tolonais, ce n'est pas un mot, c'est un message, c'est une valeur, c'est la certitude que le progrès naît de l'unité, du dialogue, de la capacité à se rassembler au-delà de nos différences. Et cette conviction, c'est exactement celle qui a guidé le leadership du président de la République. Un leadership de cohésion, un leadership de stabilité, un leadership de rassemblement. On dit que la réussite se voit quand le travail parle de lui-même. Alors, regardons autour de nous, regardons notre pays, regardons le chemin parcouru. Djibouti avance, Djibouti progresse, Djibouti s'affirme. Le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, accompagné d'une importante délégation de son département, se sont rendus à Sagalou. La ministre était accompagnée également de la directrice de l'Office de Qatar Charité à Djibouti, Mme Ghida Izzeddine. Ils se sont rendus hier, samedi 14 février, dans le village de Sagalou, situé dans la région de Tadjoura, pour procéder à la pose de la première pierre d'une station de dessalement d'eau de mer alimentée par un champ solaire.
Alors arrivé dans la localité, le ministre et la délégation de l'accompagnant ont été accueillis par le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, le président du conseil régional, M. Omar Hussein, la parlementaire de la région, l'honorable Hussein Abdul Qadir, ainsi que des élus de la région. En effet, l'infrastructure de dessalement d'eau de mer lancée à Sagalou avec l'appui de Qatar Charity sera implantée sur une superficie de 5000 m². Elle comprendra également une unité de dessalement et un bureau, tandis qu'un laboratoire sera doté de tous les équipements nécessaires tels que les pompes, les filtres, des systèmes d'osmose inversée, des réservoirs, des bornes à fontaine, conduites de distribution ainsi que des capacités de production maximale de cette station de dessalement. Total des 30 mètres cubes, soit 30 000 litres d'eau potable. Et en termes de stockage, il est prévu également l'installation d'un réservoir de 10 000 litres d'eau pour contenir l'eau de mer et d'un autre de 30 mètres cubes pour stocker l'eau. Ainsi, le système de distribution l'accompagnant sera constitué d'une borne fontaine avec une conduite de distribution en PHD. L'ensemble sera alimenté par un champ solaire comportant des panneaux solaires photovoltaïques de 720 watts d'une capacité énergétique totale de 75 kW crête, ce qui permettra à cette installation de disposer d'une autonomie énergétique complète. Dès finalisation des travaux de construction, ce projet bénéficiera donc à tous et à tous les habitants de Sagalou une pleine et un accès sûr et durable à l'eau potable. Après la pêche et le tourisme, qui constituent les principales activités économiques du village, l'accès à l'eau sera désormais d'une importance capitale et permettra à la population locale de développer davantage des périmètres agricoles pour subvenir à leurs besoins agroalimentaires. Également dans l'actualité, le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cher Ibrahim, a présidé aujourd'hui une cérémonie au Centre d'instruction technique et tactique des armées, la cérémonie officielle de clôture de formation technique du deuxième cycle de l'année académique 2025-2026 visant le renforcement continu des capacités opérationnelles des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, le SEMGA a été accueilli par les autorités militaires présentes avant de procéder à la revue et à l'inspection du détachement d'honneur, remarquant le caractère solennel de cette cérémonie dédiée à la formation et à la professionnalisation du personnel militaire. Cet événement a réuni plusieurs hautes autorités militaires et sécuritaires du pays, notamment des commandants, des représentants de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des gardes-côtes, ainsi que les subordonnés de l'armée djiboutienne, les chefs de corps, des directeurs centraux, des commandants d'unités, des responsables des centres de formation, témoignant de l'importance accordée par les hauts commandements à l'instruction et au professionnalisme technique des militaires. Poursuivant la cérémonie, il y aura tout d'abord la lecture du Saint-Coran, suivie de l'allocution officielle du directeur des ressources humaines des armées, qui vont donc prononcer un discours. Premièrement, lecture du Saint-Coran par le lieutenant Abdul Qadir du camp Cheikh Ousmane, suivi du mot du directeur des ressources humaines, le colonel Mohamed Jama' Ghayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mon général, monsieur le chef d'état-major général des armées, officiers, sous-officiers militaires de rang, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un profond respect et un réel honneur que je prends aujourd'hui la parole pour vous saluer au nom du chef d'état-major général des armées et en mon nom personnel. Je vous remercie de votre présence à cette cérémonie consacrée à la clôture des formations techniques du deuxième cycle de l'année académique 2025-2026, organisée sur instruction du chef d'état-major général des armées. Cette cérémonie regroupe les formations techniques réalisées dans 3 centres de formation, illustrant l'engagement constant du chef d'état-major général des armées en faveur du renforcement des compétences et la professionnalisation de nos forces. Au niveau de la direction centrale du matériel, un CTA maintenance automobile et génératrice, CTA armement petit calibre, le CTA gestion des matériels et approvisionnement, garantissant la fiabilité, la sécurité et l'efficacité du matériel individuel du combattant. Au niveau du bataillon de transmission, un CTA en formation de formateurs, il contribue à la pérennisation des compétences et au renforcement de l'autonomie pédagogique de nos unités. Au niveau du régiment d'artillerie, un stage de formation mortier 60 et 81 mm, un CTE artillerie solaire à la protection de nos forces. Les moyennes de ces stages ont été, mon général, très satisfaisantes puisqu'elles sont comprises entre 13,37 et 15,03 sur 20. Le taux de réussite à l'ensemble de ces stages varie entre 88% et 100%, ce qui témoigne du sérieux des stagiaires, du professionnalisme des encadreurs. Au nom du chef d'état-major général des armées, je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux responsables des centres de formation. Ainsi, nous devons donc poursuivre sur cette dynamique pour bâtir une armée professionnelle, disciplinée et pleinement opérationnelle. À présent, mon général, si vous le permettez, j'appelle les 3 premiers lauréats de chaque stage à se préparer pour la remise des récompenses. J'invite le général, chef d'état-major général des armées, à bien vouloir procéder à la remise des distinctions aux récipiendaires. Ensuite, le chef d'état-major général des armées a procédé à la remise officielle des diplômes et distinctions aux lauréats des différentes formations techniques. Les 3 premiers de chaque stage ont été honorés pour leur performance académique, leur exemplarité illustrant l'excellence, l'esprit de mérite encouragé au sein des forces armées djiboutiennes. Les formations récompensées ont concerné notamment les spécialités de maintenance automobile et groupes électrogènes, armement petit calibre, gestion de matériel, approvisionnement, infrastructures militaires, formation des formateurs en transition, instruction mortier 60 et 81 mm, ainsi que des spécialités en artillerie sol-air. Cette cérémonie a également été marquée par la remise symbolique de galons à certains militaires promus, consacrant leur progression professionnelle et leur engagement au service de la nation. Et pour clore ce journal, nous allons parler de cette ouverture de postes frontières entre le Kenya et la Somalie pour renforcer la coopération bilatérale. Ce point de passage était resté fermé durant plusieurs années dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires. Les autorités kenyanes ont assuré que des dispositifs de sécurité renforcés accompagneront cette réouverture. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée à toutes et à tous.